Oui, effectivement, c'est la façon dont je vois ce travail-là, effectivement. あ、そうか。じゃあなんだろう。僕の中では、Pour moi, pour prendre une autre image, j'ai l'impression qu'on m'a donné l'occasion de jouer un peu dans le creux de la main d'un dieu. Il y a une légende chinoise qui s'appelle le pèlerinage vers l'Occident, dans laquelle un singe complètement fou essaye de fuir le plus loin possible du dieu qui règne sur lui. Et il a beau fuir encore et encore, il a l'impression d'être au bout du monde alors qu'il se trouve encore au milieu de la paume de sa main. C'est un peu le sentiment que j'ai eu en travaillant sur une œuvre de Tezuka. そういうイメージ。そうですね、手塚治虫さんは、まあ、ディズニーの、なんだろう、C'est vrai que Tezuka avait une espèce de fascination pour notamment l'animation de Walt Disney. Il avait une vraie appétence pour l'Occident et nous, en tant que Japonais, on voyait un peu Tezuka comme une sorte de héros de l'ombre, quelqu'un qui essaie de poser les bases de quelque chose qui pourrait se poursuivre après lui. Et j'ai l'impression que son ADN coule toujours dans le manga tel qu'on le pratique aujourd'hui. Alors, il était effectivement publié, sérialisé à l'époque au Japon, mais pour être tout à fait honnête avec vous, à cette époque-là, j'avais pas connaissance de son travail. C'est seulement après que je l'ai découvert. Au-delà du comique, moi à l'époque, ma toute première influence, c'était celle de l'art qu'on appelle l'obro et de tous ces artistes qui s'exprimaient à travers cette tendance. Oui, moi, c'est d'ailleurs par ce biais-là que moi je me suis intéressé à cet art. J'ai d'abord découvert le punk, ensuite j'ai été intrigué et happé par la qualité des pochettes des disques, et c'est par ce biais-là que je suis rentré dans l'art et notamment dans l'obro à cette époque. Oui, mon envie première c'était de devenir réalisateur, mais à la sortie de l'université, on était à une période où le milieu du cinéma japonais était encore très conservateur. En même temps, c'était pas vraiment à mon goût, c'est pas un milieu dans lequel j'avais envie de m'engouffrer à ce moment-là. Il se trouve que je savais dessiner, je dessinais depuis tout petit, j'avais l'impression d'avoir le potentiel nécessaire pour raconter des histoires, et je me suis demandé quelle était l'option pour moi afin de raconter ces histoires en solitaire, sans avoir à m'attacher à une équipe ou à entrer dans un milieu qui ne me convenait pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis tourné vers le manga. Alors, quand j'étais petit garçon, comme tous les petits garçons japonais, je lisais énormément de mangas. Simplement à partir du collège, je me suis intéressé à des choses qui n'avaient rien à voir avec la bande dessinée. J'étais vraiment fan de cinéma, je m'intéressais au punk rock, et à vrai dire, jusqu'à ce que l'idée germe dans ma tête de devenir mangaka, je ne suis pas retourné au manga du tout. À quelques exceptions près, je peux citer notamment Suehiro Maruo, qui est un auteur un peu particulier, et beaucoup d'auteurs dans cette veine-là gravitaient un peu en marge du monde du manga. Ça, ce sont des auteurs auxquels je me suis intéressé, mais parce qu'ils avaient effectivement un lien avec le punk rock. Donc je n'ai pas vraiment lu la production mainstream avant de décider de devenir mangaka. Alors, j'ai répondu à plusieurs interviews depuis mon arrivée il y a quelques jours, et il se trouve que c'est une question qui revient souvent. Effectivement, j'ai l'impression qu'on a l'image en France d'un monde du manga japonais dans lequel l'éditeur serait un gros méchant qui met plein de barrières à ses auteurs. En réalité, c'est pas tellement ça, on a quand même une certaine liberté, et moi j'ai toujours eu la chance d'avoir un éditeur qui me laissait travailler très tranquillement. Et de mon point de vue, j'ai l'impression que dans une certaine mesure, ce sont les mangaka eux-mêmes qui se mettent des barrières ou qui se lient les points tout seuls, en se disant qu'il faut travailler d'une certaine manière pour coller à l'image d'un certain magazine, ou il faut rentrer dans un certain moule pour être certain de vendre un nombre conséquent de bouquins. Donc j'ai plutôt l'impression qu'il y a une forme d'autocensure de la part de mes collègues. そうですね、まあ実際本当に売れないと Effectivement, il y a une forme de sévérité dans le monde du manga. C'est une réalité économique. Quand les ventes ne sont pas suffisantes, une série qui ne fonctionne pas va voir le coup retomber et être arrêtée de façon assez sauvage. Mais moi, j'ai la chance, en tout cas, même si je flirte souvent avec la limite, de vendre suffisamment, en tout cas aux yeux de mon éditeur, pour qu'on me laisse travailler jusqu'à la fin.
Effectivement, dans Bambi, il y a un côté improvisation, un côté ad-lib qui ressort vraiment, et je pense que c'est aussi dû à la nature même du récit, qui est une espèce de course effrénée avec cette héroïne qui ne s'arrête jamais. Mais après Bambi, j'ai ressenti, si ce n'est le besoin, en tout cas l'envie de mieux contrôler mon univers et d'avoir des choses qui correspondent parfaitement à ma vision. Et c'est pour ça que après Bambi, notamment pour le Seuil, comme vous l'avez compris, j'écris mon histoire du début jusqu'à la fin, et je matais le dessin uniquement une fois que mon scénario est prêt. Alors, c'est vrai qu'avec Search and Destroy, surtout vers la fin, j'étais arrivé au bout d'une espèce de démarche où j'étais dans vraiment l'avalanche et la surenchère de traits, la recherche du détail, comme une sorte de démonstration technique. J'essayais de prouver ce que je valais ou de montrer ce que je savais faire. Et avec Evil, je prends un peu le contre-pied de cette démarche-là, c'est-à-dire que je fonctionne par soustraction et j'essaye de laisser plus de place à l'imagination, tant dans le trait que dans la narration. Non, je crois que ça vient du fait que j'ai enfin réussi à trouver une sorte de confiance en moi, tant du côté graphique que du côté narratif. Et je pense que ça vient aussi du fait que j'ai le sentiment de réussir à transmettre autant de choses avec autant d'intensité en limitant le nombre de traits. Et c'est pareil dans les dialogues, et ça c'est un tropisme personnel. J'aime pas les personnages qui parlent trop ou qui expriment leurs sentiments à travers les mots. Donc j'essaye de choisir mes mots et de mettre en place des dialogues qui soient assez laconiques mais suffisamment parlants. C'est parce que le monde ne me laisse pas vivre sans être en colère en permanence. C'est absolument exact et c'est voulu. Et je pense que si vous avez ressenti cette différence d'approche, c'est parce que justement au moment où j'ai commencé à réfléchir et à écrire Evil, j'ai eu le sentiment qu'il était temps que j'affronte les choses vraiment de manière frontale, que l'heure n'était plus à l'écriture cynique ou au faux détour. Et je pense que c'est cette approche de face des problèmes, cette dénonciation vraiment frontale de ce qui moi me ronge à l'intérieur, qui fait que vous avez ressenti cette différence de traitement. Mais cette colère, il suffisait pas pour moi de l'extérioriser, j'avais besoin aussi que quelqu'un puisse s'en emparer et entrer en résonance avec moi, essayer de la partager avec mon lectorat, et c'est pour ça aussi que j'ai essayé de laisser plus de place dans mon histoire à l'imagination, plus de place au lecteur pour entrer et y prendre sa place. Oui, et j'ai jamais eu de vision tellement claire de la frontière entre le bien et le mal, et quand bien même elle existerait, je pense que ma tendance à tout casser me donnerait envie de la briser pour essayer de la rendre un peu plus floue. Donc si je pouvais faire en sorte de vous laisser la main pour décider par vous-même de quel côté vous préférez vous ronger, ce serait pour moi l'idéal. Oui, alors même dans la raison pour laquelle mes personnages se retrouvent acculés au suicide, je cherche les idées dans mon environnement proche, et je pioche des indices dans la société japonaise parce que c'est celle dans laquelle je vis et qui m'est le plus proche, mais j'essaie toujours de faire en sorte que ces indices et les idées qui en découlent puissent avoir une certaine universalité. Et je pense que c'est la raison pour laquelle mon avis personnel ou la manière dont je vois les choses peut se retrouver de façon sous-jacente dans l'histoire, c'est parce que finalement tout découle de ces indices que je pioche dans mon quotidien. Détenir des pouvoirs pour mes personnages, c'est pas forcément un cadeau, c'est pas forcément quelque chose de bien, et moi je pense que d'être dans le juste, c'est pas quelque chose qui est forcément bien, donc j'ai essayé de faire le lien entre ces deux idées-là.
Je sais pas moi non plus si ces pouvoirs sont vraiment une solution, une réponse à quelque chose, mais l'idée m'est venue en plongeant vraiment mes personnages au fond du désespoir. Ce que j'avais envie, c'était de leur faire ramasser quelque chose là tout en bas, de les faire remonter avec et de voir comment ils pourraient évoluer et quel usage ils en feraient. Puisque s'ils remontaient et qu'ils se contentaient de faire de bien, finalement ça ne changerait rien à l'ordre du monde actuel. Donc à eux de voir où ils vont aller avec ça. Et moi régulièrement mes personnages font les mauvais choix, c'est un peu une constante et ça me plaît bien qu'ils fassent les mauvais choix. J'ai l'impression que de toute façon humainement on fait jamais le bon choix, donc je suis curieux de voir où on va aller. Je fais très attention dans mon découpage au rythme de lecture que je vais imposer à mon public. C'est pour ça que j'essaye d'avoir toujours des pages qui soient rythmiquement assez agréables à lire. Et c'est aussi une des raisons qui m'amène à limiter au maximum les dialogues, ou en tout cas à les placer de manière la plus efficace possible. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très juste dans l'idée de multiplier les traits pour faire monter le volume, ou en tout cas faire monter la tension. Il y a quelque chose qui résonne quand vous me dites ça. Ouais. L'histoire a besoin de respiration et de pulsation, d'une sorte de groove, et effectivement quand on arrive à trouver le groove dans une page ou dans un chapitre, il y a quelque chose de très agréable qui se trouve. Plus qu'une BO que j'aurais envie qu'on lise, qu'on écoute durant la lecture, quelque chose que je fais systématiquement quand je réfléchis à un nouveau titre, c'est de mettre en place une chanson fétiche qui colle à ce titre et à laquelle moi je me reporte à chaque fois que je réfléchis à mon histoire. Et les problèmes que trimballent mes personnages dans Evil, je pense que effectivement chacun peut s'y retrouver au moins un peu, ou au moins dans un des trois. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en prenant l'inspiration dans des sujets proches de moi, j'essaye quand même de faire en sorte de porter une certaine universalité, alors autant du point de vue géographique que du point de vue générationnel. Et le retour que vous venez de me faire me conforte dans l'idée que cette fois-ci j'ai au moins un peu réussi mon coup, donc merci beaucoup pour votre commentaire. Le titre s'appelle Evol. Alors évidemment c'est contraction d'évolution. Évidemment, un peu lu de travers, ça peut être Evil, le mal, E-V-I-L. Lu complètement à l'envers, c'est L-O-V-E, donc c'est Love. Je crois que vous avez un peu listé tous les petits trucs que j'avais essayé d'y mettre, donc je suis bien embêté, la réponse est dans votre question. Et donc Evil, le mal qui veut mettre à bas le monde tel qu'il est, et dans l'autre sens Love, amour, peut-être l'amour de ce monde, je sais pas. Finalement c'est l'avers et l'envers de la même feuille de papier, donc est-ce qu'il y aura quelque chose derrière? Peut-être que vous avez déjà la réponse aussi. Juste une petite requête à vous faire. Le fait que Evil, E-V-E-L, c'est Love à l'envers, ça arrive au tome 4, donc d'ici là, soyez discrets. Moi, je pars du principe que l'humour, c'est une forme de force, et je pense qu'un personnage qui serait complètement dénué d'humour serait un personnage d'une faiblesse absolument terrible. Donc je pense que l'humour est quelque chose de très important pour moi. Et je pense que mes trois personnages principaux dans Evil, sous leur dehors un peu faibles et torturés, sont des personnages qui sont dotés d'une certaine forme de force. Il y a plusieurs raisons à l'arrivée de ce motif. La première, c'est que ma thématique de départ, c'était de dessiner le désespoir d'une jeunesse dans Evil, et j'avais besoin d'un contrepoids ou de quelque chose à mettre en contraste, et ce qui m'a semblé le plus efficace et le plus immédiatement identifiable, c'était le motif du super-héros, ou en tout cas d'une sorte de héros de la justice qui prenne la population de haut et qui soit vraiment tout en haut d'une pyramide de pouvoir, alors que mes trois héros seraient tout en bas.
Et jusqu'ici, j'avais tendance à réfléchir à mes œuvres sans vraiment faire attention à ce qui fonctionnait, sans me soucier beaucoup des modes. Et cette fois-ci, j'ai voulu prendre le contre-pied de cette façon de faire et essayer de surfer sur quelque chose qui soit relativement à la mode. Donc j'ai essayé de mettre mon pied dans la porte pour surfer sur la vague. 僕はそもそもこうジャンルを利用して、それをこう別のものに作り変えるみたいな。J'ai toujours eu tendance à m'emparer d'un motif pour essayer, pas forcément de le casser, mais au moins de le détourner, voire de le retourner. C'était le cas pour le mystère dans Wet Moon. Et fouiller un thème sous un angle différent, c'est un peu ma marotte. J'ai appliqué cette méthode cette fois-ci aux super-héros et effectivement, je pense qu'on peut dire que j'ai pris la thématique à l'envers. ちょっと僕なりのやり方で、逆の見方をして作ってるっていう。Je suis vraiment ravi de vous avoir rencontré moi aussi et je vous remercie pour tous vos gentils compliments. Je suis très heureux. Quand je suis passé tout à l'heure en arrivant, j'ai vu qu'il n'y avait que 2-3 personnes qui étaient assises sur les bancs et j'étais très inquiet de me retrouver dans une salle vide, donc je tenais à vous remercier vous tous aussi pour avoir pris le temps de vous arrêter avec nous.